Bonjour à tous, ici les Lucasfilles. Bonjour Aurélie. Bonjour Claire. Aujourd'hui, nous allons vous communiquer depuis le fond de nos placards. Nous avons viré nos vêtements sur les côtés pour rendre hommage à Ben Solo qui a quand même dû délivrer, Adam Driver qui a dû quand même faire ses phrases dans le fond de son placard pour nous dire « Rey, tu es une Palpatine ». Nous allons sonder ce placard en long et en large pour vous parler de la question du monde entre les mondes. Le mystérieux monde entre les mondes. Et c'est bien que tu parles du placard parce que d'après ce que Dave Filoni disait en interview, le créateur donc, de la série Rebels, il s'est inspiré du bois entre les mondes de C.S. Lewis, donc des Chroniques de Narnia, pour créer son monde entre les mondes dans Star Wars. Donc du placard d'Adam Driver à l'armoire magique, il n'y a qu'un pas, manifestement. C'est organique, sauf que du placard d'Adam Driver n'est pas sorti quelque chose de très magique. Pas très. Et donc oui, on a eu l'information nouvelle, puisque ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas de nouvelles de la production de l'Ascension de Skywalker. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il ne manque jamais de nous décevoir, parce que le responsable son nous a appris qu'il avait fallu faire des enregistrements à date du 20 novembre pour la partie sous masque de Kylo Ren. Donc on subodore que ce sont principalement les scènes entre Kylo et Rey. Donc soit la scène dans le hangar, soit la scène dans les scènes de Force Bond sur Pasaana ou entre Kijimi et le Destroyer. Et donc comme il fallait avoir une prise son correcte, ils n'ont rien trouvé de mieux que de fourrer Adam Driver dans son placard entre deux costumes, entre deux pulls noirs et ça le mettait dans l'ambiance Ben Solo parce que sinon il y avait trop de réverbération. Et donc 20 novembre il enregistrait ces lignes, ce qui veut dire que les phrases qu'on a pu entendre dans le film n'ont pas été enregistrées en situation. Alors c'est vrai que ça arrive parfois. Bon, généralement, on met plutôt les acteurs en studio que dans leur placard. Enfin, j'ose imaginer. Tu seras puni, va au placard. Et alors, il a été doublement puni parce que non seulement il a été envoyé dans son placard, mais en plus, il a dû sortir les phrases les plus... Parce que tout le monde était assez d'accord que les phrases prononcées sous le masque sont juste pas possibles. Ah, ça cringe. Ça cringe à mort. La question, c'est qu'est-ce qu'on a perdu, hein, parce que est-ce que c'était bon avant? Je ne sais pas. On ne saura peut-être pas tout de suite. Visiblement, les choses commencent à sortir. Mais donc voilà, c'était une longue explication de la blagounette de départ. Néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la possibilité de sortir Ben Solo du placard, c'est-à-dire le monde entre les mondes. Qu'est-ce que c'est? De quoi on vous parle? Vous avez peut-être déjà entendu faire référence à ça. Vous avez déjà vu des images de Star Wars Rebels qu'on a pu vous placer dans des épisodes. Mais certains d'entre vous ne sont pas du tout intéressés par l'univers étendu, n'ont pas le temps, ne se sont pas penchés sur la question et vous vous dites mais qu'est-ce de quoi qu'est cause? Qu'est-ce qu'elles ont fumé? La beuh d'Obi-Wan? Presque. Nous, on est juste dans les vapeurs des fumées que eux consomment dans le story group de Lucasfilm. Il y a beaucoup d'indices qui pointent à ce système, enfin cette création, donc qui date, pour vous placer, de Star Wars Rebels. Ça n'existait pas avant la série Star Wars Rebels, donc c'était 1 an avant la sortie de l'Ascension de Skywalker. Donc il s'agit de la saison 4, la dernière saison de Star Wars Rebels, qui est une série pour enfants créée par Dave Filoni. Qui est aussi aux manettes du Mandalorian. Oui. Entre autres. Et donc sur la fin de la saison 4, donc les épisodes 12 et 13, on découvre une fresque, enfin c'est-à-dire qu'il y a... la série part un peu, on va pas vous résumer toute la série, mais ça part en mode Indiana Jones, c'est-à-dire qu'il y a une fresque mystérieuse qui a été découverte sur la planète Lothal qui représente l'arc de Mortis. Alors là aussi, ça fait référence à d'autres plans de l'univers étendu puisqu'il s'agit de la guerre des clones, avec également Filoni aux commandes. Donc là, on est sur la saison 3 de la guerre des clones. Donc on va redétailler un peu après. Mais donc là, c'est vraiment Indiana Jones, l'Arche d'Alliance, parce que vous avez le même thème musical de l'Arche, vous avez les projecteurs et tout, l'ambiance avec les soldats, les Stormtroopers. Aziz, lumière. Exactement. Et donc en fait, il s'agit d'un portail qui doit être décrypté et ce portail donne accès à un univers parallèle, donc ce que disait avant Aurélie, c'est-à-dire qui était inspiré d'une zone, on va dire, limitrophe qui vous permet d'accès à différents points dans le temps et l'espace. Oui, parce que dans le premier bouquin de Narnia, de la saga, c'est un espèce de champ avec des mares
des mares au sol, et en fait tu plonges dans certaines mares et t'atterris à différents endroits, voilà. Donc ça ressemblerait plus au portail, un petit peu cette idée... Stargate. Il y a un côté Stargate, voilà, exactement. Donc on retombe sur Indiana Jones, l'archéologie, les fouilles et tout. Et puis à partir du 2e tome des Chroniques de Narnia, donc c'est l'armoire magique qui est fabriquée dans ce bois entre les mondes, et c'est ce qui permet aux enfants de passer dans Narnia, de quitter l'Angleterre de l'époque du Blitz pour entrer dans le monde de Narnia. Mais du coup, c'est un portail qui fonctionne qu'entre 2 zones, c'est-à-dire entre la zone de Narnia et la zone, le monde, notre monde à nous. Voilà, exactement. Ouais. On peut pas sélectionner son environnement. Là, par contre, dans l'épisode de Star Wars Rebels, Ezra Bridger, donc on rappelle le nom qui signifie le pont, hein. Ezra, c'est celui qui permet de créer un pont. Ce qui n'est pas anodin du tout. Non. Je pense que pour le coup, ça a été aussi pensé. Hein. Donc du coup, il se balade dans un univers c'est l'immensité galactique avec des espèces de passerelles invisibles, avec différentes portes. Et pendant qu'il erre comme ça dans cet univers, il entend des voix. Alors là, ils se sont fait plaisir parce qu'on a pratiquement toutes les voix des différentes séries. On entend des voix du film. Alors, ce qui nous préoccupe, et ce dont on va parler plus personnellement, c'est les voix de la postlogie. Il y a évidemment des voix de la prélogie, de la trilogie originelle, et puis de Rogue One et de la guerre des clones aussi. Exactement. Ouais. Mais à un moment, on entend très distinctement les voix de Rey et de Kylo qui sont entremêlées. Alors sur 2 plans précis, c'est-à-dire les 2 phrases sont du côté de Rey, c'était la phrase qui était prononcée à Finn. Mais je pense pas que ce soit un rapport à Finn, hein, c'était nous nous reverrons, j'en suis sûre. Et ça se mélange avec montre-moi grand-père, et je finirai ce que tu as commencé. Ouais. Il faut savoir que Rebels, la série se passe 6 ans avant la naissance de Ben Solo. Donc c'est vraiment... et 16 ans avant la naissance de Rey. Donc c'est vraiment les voix du futur que Ezra entend quand il est dans le monde entre les mondes. Oui, il entend des voix du passé, du futur, et donc il a possibilité d'aller... Alors il est entraîné par le bruit d'un convor. Alors le convor, c'est une chouette, enfin une espèce de chouette... alien, hein, enfin, voilà, pas extraterrestre puisqu'on peut pas employer ce mot-là, mais une chouette alien, qui s'appelle Moira et qui accompagne Ahsoka. Et donc elle attire son attention, et donc elle est perchée au-dessus d'un portail, et donc par le biais de ce portail, il se rend compte qu'il peut assister au dernier moment du combat entre Ahsoka et Vador. Donc ça, c'est une séquence de l'épisode 2 de Star Wars Rebels, et normalement Ahsoka est morte dans ce duel. Et donc comme il voit ça, il a possibilité d'interférer avec le passé. Donc là, on part en mode retour vers le futur, et donc d'attraper Ahsoka, de la sauver de ce duel, et donc de pouvoir changer le cours des choses. Donc du coup, il se dit chouette, je vais pouvoir également sauver la vie de mon maître, Kanan, qui fidèle au cimetière de l'amour de Star Wars, a été séparé de Hera. Il a quand même eu le temps de lui faire un bébé, lui, par contre. Mais enfin bon, ça, on le sait pas encore à ce moment-là. Et donc, du coup, il se dit, je vais pouvoir changer le passé. Alors, ça amène aussi à d'autres questions, c'est-à-dire, bizarrement, autant Ahsoka lui dit, non, tu changes pas le passé en ce qui concerne Kanan, mais ça ne pose pas de problème de changer le passé en ce qui concerne Ahsoka. C'est très curieux parce que t'as à la fois la sensation que la timeline, elle est fixe dans Star Wars, qu'on va pas se retrouver avec le paradoxe du grand-père comme dans les romans de science-fiction où t'as du voyage dans le temps. Typiquement le voyageur imprudent de Barjavel par exemple. Et puis finalement la timeline reste quand même fixe, donc ça amène des questions. Est-ce qu'il y aura un impact de la présence d'Ezra dans ce monde entre les mondes pour le futur, en l'occurrence pour le futur de Ben Solo qui nous préoccupe, quoi. Ah là, son impact il est limité parce qu'en fait il reste vraiment pas longtemps. Il reste là juste le temps de sauver Ahsoka, et à ce moment-là on voit l'empereur qui est derrière, qui essaye d'accéder en fait, puisque il essaye de mettre la main sur le monde entre les mondes pour pouvoir contrôler le temps, l'espace, l'ensemble de l'univers, et d'avoir possibilité d'influencer sur le passé ou le futur, j'en sais rien, enfin on ne sait pas pourquoi il veut absolument faire ça, mais néanmoins ils nous l'ont collé en mode sorcière de Blanche-Neige, hein, et au-dessus de sa marmite, avec la capuche de la sorcière de Blanche-Neige, enfin vraiment le parallèle est évident, il lui manque que la pomme. Et heureusement, ils sont obligés de fermer le portail pour éviter que l'empereur mette la main dessus, mais on peut subodorer qu'il y a d'autres portails, puisque en fait, c'en est un,
mais il y en a d'autres parce que ça semble évident. Et pourquoi c'est évident? Parce que ils les mettent dans les dictionnaires visuels et c'est comme ça qu'on revient sur la postlogie en fait. Puisque dans le dictionnaire visuel bordélique et quand même franchement puant de l'ascension de Skywalker, ils se sont permis de nous mettre plusieurs allusions au monde entre les mondes. Ouais, ils ont pas peur. Hein. Non, ils ont peur de rien. Alors comment on le sait? Parce que une autre façon de parler du monde entre les mondes, tel que c'est référencé dans Wikipédia et compagnie, c'est nommé comme une vergence. Alors c'est un terme d'optique, de convergence des faisceaux lumineux. Donc c'est une vergence de la force, ou également appelé le monde du non-être. Moi j'ai pas trouvé la traduction en français, mais c'est The Never World of Unbeing en anglais. Donc c'est un monde de non-existence qu'on pourrait finalement traduire. Alors, moi je traduirais par les limbes, mais c'est là qu'Aurélie va être intéressante parce qu'elle va parler d'autres choses en religion, c'est-à-dire il y a toujours eu dans les religions ou dans différents cultes mystiques une notion de monde intermédiaire ou de monde parallèle. D'état intermédiaire, exactement. D'endroits où dans le chamanisme. D'endroits où on flotte. Des états auxquels on accède souvent soit au moment de la mort, soit dans les rêves qui sont un portail vers la connaissance aussi, soit en prenant des substances hallucinogènes, de la pythie de Delphes avec ses vapeurs de soufre jusqu'au chaman qui s'enterrait dans des tentes de sudation avec des herbes, etc. Avec du peyote. Voilà, exactement, qui permettait d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs et donc à des vérités supérieures, jusqu'aux états méditatifs profonds, tels que celui qu'a connu le Bouddha, qui l'a mené à l'éveil, ou tel que ça se pratique dans la plupart des écoles de bouddhisme encore aujourd'hui. Et il y a la notion du voyage astral, non, qui va aller là-dessus. La notion du corps astral. Tu parlais d'état de non-être, c'est l'anatman, c'est un terme sanskrit qu'on retrouve à la fois dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Donc c'est le non-être. Et en fait, ça suppose l'éveil. Quelque part, parce qu'à partir du moment où tu n'es plus, où l'ego n'est plus, tu réalises la vacuité de toute chose. Donc la notion de vacuité, elle peut être intéressante pour le monde entre les mondes aussi. Et tu te détaches de toutes les saisies du samsara, donc du monde où on est incarné, donc ça veut dire aussi toute la souffrance, et c'est là que tu atteins l'éveil, donc tu ne te réincarneras plus. Si tu veux, donc tu as cette notion d'anatman aussi qui est très intéressante. Je rebondis sur ce que tu avais dit tout à l'heure. Par rapport au non-être. Exactement, par rapport au non-être. Bon, et c'est là qu'on peut s'intéresser à une personne qui n'est plus, mais dont on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Alors, donc pour vous parler des 3 références, parce qu'il y a 3 références à ma connaissance dans le guide visuel. Donc la première étant, si vous acquérez ce magnifique objet, page 25, donc c'est une référence à Acto, où on nous explique que là où Rey a eu sa vision du côté obscur, il s'agit d'une vergence du côté obscur, à l'intérieur de la grotte. Alors ça nous remet évidemment dans l'idée que au moment où Rey voit 2 figures qui s'approchent d'elle qui n'en font plus qu'une, possiblement, c'est en fait une communication avec le monde entre les mondes. Ça fait penser aussi à la 3e porte dans l'histoire sans fin, le moment où Atreyu se retrouve face à Bastien dans le miroir, et c'est le moment où l'enfant Bastien se rend compte qu'il n'est pas juste en train de lire l'histoire, mais que Atreyu, qui est son self-insert dans l'histoire, le voit en fait, et que ce livre n'est pas un livre ordinaire. On retombe aussi sur l'exploration de l'ombre à partir du moment où tu as accès au monde entre les mondes. Et d'ailleurs, le fait que Rey, sur Arto, elle voit 2 ombres qui n'en font plus qu'une, il y a une ombre qui est beaucoup plus grande que l'autre, et quand on a vu que les parents de Rey, dans l'épisode 9, ils sont petits tous les 2, donc je pense que dans le miroir, on le savait déjà, mais c'était Kylo et Rey qui fusionnent pour ne devenir que Kylo quand il s'approche de la surface du miroir, quoi. Ce qui fait que certaines personnes sont parties tout de suite en théorie que effectivement il est dans un monde entre les mondes, et que donc comme il y a c'est le bordel en termes de temps et d'espace, et dans la scène d'Acto, en fait c'est lui qui est de l'autre côté. Et comme ils le sont qu'un dans la force, elle a d'abord une vision de la dyade qui fusionne dans la figure de son autre moitié, de son âme sœur. On peut l'interpréter comme ça aussi. Bon, disons qu'on fait un travail assez sympa pour J.J. Abrams et Terrio, parce que je ne pense pas qu'ils sont nécessairement partis comme ça. Non, je pense pas qu'ils sont allés... Autant Rian Johnson, je pense que la plupart des choses que l'on voit et en analyse sont intentionnelles. Autant J.J. et Terrio, c'est les rares fois où ils ont fait ça bien, ils sont allés puiser dans l'inconscient collectif. J'hésite effectivement à leur donner le même crédit
Je ne pense pas non plus que Ryan Johnson était parti en mode oui, elle voit le Ben du futur qui est mort et qui non, c'est évidemment pas ce qu'était. Il en est resté au stade de l'ombre et de l'alter ego. Exactement. Mais du coup, c'est vrai que des personnes intelligentes qui veulent rebondir, on va dire, sur des indices ou en tout cas sur des pans mystérieux qui peuvent être après développés, on peut retomber dessus. Et effectivement, on peut retomber sur ses pattes en disant ah bah oui, c'est pas qu'il soit encore vivant, mais disons qu'il y a une possibilité de le ramener puisque canoniquement avec Star Wars Rebels, on sait qu'on peut changer le cours des choses et aller chercher quelqu'un. Alors la deuxième occurrence dans le livre, c'est la page 41 quand on a le détail des livres que Rey a piqué sur Ahch-To. Et donc justement, Pablo Hidalgo a choisi de mettre en valeur 2 pages. La première page montre le théorème des mondes en chaîne, soit le monde entre les mondes ou problème de vergence. Donc il a choisi de faire ça. Et on a également l'arc de Mortis, qui est les phases de Mortis qui sont mentionnées. Puis alors Mortis, déjà, c'était sous acide, hein. C'est un des trucs les plus bizarres de tout l'univers Star Wars. Ouais. C'est dire. Ouais, que j'aime pas particulièrement, on va pouvoir développer après. Et la dernière allusion qui se trouve page 53, il s'agit cette fois-ci, c'est la référence aux Wayfinders. Donc il se trouve également dans les livres dans les carnets de Luke ou dans les livres que Rey a pu piquer. Et donc là, carrément, on a une représentation d'Exegol qui s'associe avec Ahch-To, c'est-à-dire qu'il y aurait une vergence sur Exegol qui emmènerait à un point d'Ahch-To. Ce qui pourrait expliquer finalement la présence de Luke qui, soi-disant, enfin encore une fois a posteriori, on ne dit pas au moment où ça a été écrit, parce que tout est refait a posteriori, mais ça peut être l'explication que le story group peut être en train d'essayer de nous monter. C'est-à-dire que Luke serait venu sur Ahch-To dans sa recherche du premier Jedi, des sources, etc., et des c'est quoi la force et à quoi ça sert, dans ses recherches mystiques, parce que c'est aussi un point de liaison avec Exegol qui serait une vergence de... Donc en fait, le Exegol qui serait... Alors je sais pas si ça a été confirmé, je suis pas allée vérifier ça, mais est-ce qu'Exegol serait l'équivalent d'Ahch-To, c'est-à-dire en termes du côté obscur. Pour les Sith, c'est un endroit essentiel. Exactement. Donc Ahch-To, c'est la source du côté lumineux, on va dire, donc du premier Jedi, et Exegol pourrait être une source du côté obscur, ce qui fait qu'il y a une liaison entre les deux, il y a un point de convergence dans les vergences qui permettrait de passer l'un à l'autre. Ce qui veut dire que du coup, d'une certaine manière, Ben Solo qui disparaît mystérieusement dans des failles, dans des trous, ou en tout cas qui disparaît également après sur Exegol, possiblement pourrait passer dans le monde entre les mondes, parce que quel est l'intérêt de nous avoir parlé de cette vergence puisqu'elle n'est pas exploitée, puisqu'ils ont besoin du Wayfinder et non pas de passer, on va dire, par les trous de Ahch-To, comme dans le modèle de Narnia de C.S. Lewis, où on sauterait dans la cave et puis on arriverait sur Exegol, par exemple. Ça aurait pu être une possibilité. Ils ne l'ont pas fait, ils ont choisi un autre système avec des vaisseaux, etc. et des MacGuffin, bon, très bien. Mais néanmoins, ils le mentionnent dans le bouquin. C'est quand même curieux qu'ils aient pris la peine de le mentionner, alors qu'il y a tellement d'autres points qui sont laissés quand même dans l'ombre ou qui servent à rien. Donc ça, c'est une porte de sortie. Je pense qu'on peut légitimement considérer que c'est une entourloupe possible pour l'univers étendu, voire pour d'autres films, allons savoir ce que ça peut donner, pour essayer d'aller... Puisqu'on sait que le destin peut être changé. Alors le destin, c'est quand même un point assez important dans l'univers de Star Wars, puisqu'on rappellera que Anakin, c'est une déformation d'Ananke, qui veut dire le destin en grec. Donc Anakin, c'est le destin. Le destin et même la fatalité. La fatalité, ouais. Le destin. Et le convor que j'ai mentionné pour Star Wars Rebels, donc, qui représente la sagesse, etc. Un animal de nuit, une forme de psychopompe également, puisqu'on a les loups, tu vas en parler, je pense, après. Moira, ou Moira, d'ailleurs, je sais plus si c'est Moira ou Moira. Et donc, c'est la moire. Non, c'est pas Moira, c'est Morai. Le nom du convoi. Morai. Mais Morai, c'est une déformation de Moira, la moire, et les moires, en mythologie grecque, sont les 3 créatures qui président au destin. Ouais, c'est ça. Donc, t'as un premier animal psychopompe qui est dans le monde entre les mondes, qui est donc la chouette. Souvent, les charognards, les carnassiers, les rapaces sont des animaux psychopompes parce qu'ils sont associés à la consommation de chair morte
et au cimetière, au lieu d'inhumation ou de crémation. Et les chiens et les loups et les renards, c'est pareil, c'est-à-dire que ils mangent les cadavres à moitié consumés. En Inde, hein, typiquement, les chiens sont considérés comme impurs parce qu'ils mangent des corps. Il faut savoir que les combustions de corps, les rites funéraires en Inde, les corps sont rarement calcinés jusqu'au bout. Donc voilà, t'as la notion de charogne. Mais donc du coup, ça veut dire qu'en consommant le corps des morts, il les aide aussi à passer dans l'au-delà ou dans l'état intermédiaire jusqu'à la prochaine incarnation. Ils sont également purificateurs, du coup. Ils purifient. Du coup, oui, parce qu'ils mangent les carions, etc. Et ils empêchent les épidémies de se répandre puisque les corps n'ont pas le temps de se putréfier. Et ils transforment la mort en vie, puisqu'ils se nourrissent de la mort, donc c'est la vie qui se nourrit de la mort également. Exactement. Donc il y a vraiment une association dans de nombreuses cultures, pas uniquement orientales, de ces animaux carnassiers charognards, on va dire plutôt opportunistes, aujourd'hui on dirait opportunistes, et la mort, le fait de passer à un autre état. Donc ce sont des compagnons, des guides. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur cette fresque qui représente donc les dieux de Mortis, tu as une frise circulaire. En fait, tu as les loups de Lothal, ces grands loups blancs, qui font une espèce de ronde et qui finissent par entrer dans le monde entre les mondes et qui indiquent la voie à Ezra, en fait, qui lui montre la voie vers cet autre état de conscience, vers cet état intermédiaire. Donc ça, j'avais trouvé ça hyper intéressant aussi. Surtout que lui-même est originaire de cette planète, si mes souvenirs sont bons. Oui, tout à fait, c'est sa planète. Et sa planète natale. Et les loups de Lothal sont intéressants parce que certains ont le pouvoir de la parole, ou en tout cas ils ont une possibilité de communiquer. Et il y a un grand loup blanc effectivement qui, d'une manière, est la continuation du maître, parce qu'apparemment il aurait pu transférer une partie de... Enfin, il se présente comme étant possible réincarnation, ou en tout cas j'en sais rien, de Kanan, puisqu'il se présente comme Doom, qui était le nom de Kanan du temps où il était apprenti Jedi, du temps où il était Padawan. Donc, et par ailleurs, les loups, les vrais loups, pas ceux qui sont sur la fresque, permettent de voyager extrêmement vite. Ils ont un système presque en hyperespace, donc ils sont eux-mêmes des véhicules à travers l'espace. Mais d'ailleurs, j'ai fouiné sur Wikipédia, j'ai fait ma geekette, il y a un lien entre les technologies d'hyperespace dans Star Wars, le peu qu'on en sait parce que ça reste de la fantaisie dans l'espace, et justement l'accès dans ce monde entre les mondes, cette utilisation de la force, en tout cas ces vergences de la force, donc la façon dont les loups se déplacent, c'est pas déconnant. Ça fonctionnerait assez bien aussi avec ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui sont capables d'accéder, d'utiliser la force ou en tout cas la texture de l'espace-temps de cette façon-là. Le loup, c'est intéressant aussi sur la fresque. Alors donc on va partir sur l'arc de Mortis peut-être, mais alors on va pas rentrer forcément dans du détail parce que c'est des gens qui font des thèses là-dessus. Bon, moi, on va vous expliquer le basique. Donc les divinités de Mortis, donc qui sont en fait, on y accède, ils sont dans un monde encore une fois parallèle également, un monde entre les mondes. Donc c'est une trinité. Donc c'est une sainte famille un peu particulière puisqu'il y a le père qui fait l'équilibre entre le côté lumineux qui est la fille et le côté obscur qui est le fils. Dans la guerre des clones, la fille donne sa vie, donc on avait déjà également quelque chose qu'on peut retrouver dans la postlogie, donne son essence pour sauver Ahsoka. Alors Ahsoka, on lui sauve les miches quand même 2 fois. alors on se dit mais pourquoi faire, c'est bon, le final bon bref, et donc effectivement elle a transféré son, elle est morte, elle s'est sacrifiée pour sauver la vie d'Ahsoka. Bon, elle n'était pas en bon état de toute façon, mais néanmoins elle le fait, ce qui fait que du coup le convoi qui accompagne Ahsoka, c'est en fait tout le temps c'est la fille qui est présente, donc le côté lumineux qui est présent. Bon, mais le convoi, il est pas sur la fresque, si il est perché sur son épaule. D'accord, parce qu'il est aussi physiquement à l'intérieur, enfin physiquement on se comprend, à l'intérieur du monde entre les mondes. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a attendu, il a fait le guet pour retrouver l'âme d'Ahsoka, mais parce que le convoi étant une incarnation de la fille qui était déjà dans le monde entre les mondes, en fait il attendait la possibilité peut-être de la ramener. Alors encore une fois, pourquoi avoir ramené Ahsoka? On n'en sait rien parce que... Pour l'instant, non. C'est peut-être que le fait qu'elle vive, elle a un rôle essentiel. Ça nous renvoie un petit peu vers la notion de multivers aussi, tel qu'on peut le voir dans Marvel, notamment dans les Avengers. Et le fait que il fallait absolument que Tony Stark survive pour qu'il puisse, in fine, vaincre Thanos, tu vois. Donc, pareil, est-ce qu'ils vont partir sur une notion de multivers ?
Ça pourrait être intéressant si c'est bien fait. Faut voir. Disons qu'ils ont, ils ont cette possibilité-là. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui font que là, ce qu'on vous explique, c'est pourquoi souvent c'est quelque chose qui est discuté sur Twitter, Tumblr ou par certaines personnes qui sont là-dedans, dans l'univers étendu. C'est vrai que certains sont convaincus qu'on peut ramener Ben Solo grâce à ça, on va dire. Ouais. Et le fait est qu'ils ont tout mis en place pour. Mais moi, je me demande si ce serait intéressant qu'ils le ramènent. J'adore Ben Solo. Je voulais pas qu'il meure. Pourquoi le ramener maintenant ? Enfin, je veux dire, c'est trop tard. Il fallait qu'il ait sa vie dans la saga de sa famille. Bah, ça peut faire une histoire intéressante. C'est-à-dire que ça referait l'histoire pour le coup, d'Orphée Eurydice ou de la quête du prince qui a été ensorcelé, qui est... Normalement, on pensait qu'on allait déjà vers ça dans la postlogie. Bon, oui, parce que c'était déjà ça dans l'épisode 8. Si ça avait été l'arc de Rey, là on vous renvoie sur l'idée sur l'épisode sur Rey l'incompréhensible ou la Rey l'incomprise. C'est-à-dire que normalement la trilogie aurait dû s'intéresser à son personnage. Il se trouve que du coup ça n'est plus le cas. Alors c'est vrai que pour le coup, d'ailleurs il y a même des gens, ça montre quelque chose. Moi j'ai vu passer des tweets de gens qui disaient nous on s'intéresse à ces personnages, ce serait bien qu'on voit leurs aventures. Mais c'était le but de la postlogie normalement. Bah oui. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui plein de gens n'ont pas le sentiment qu'on est allé au bout avec ces personnages et qu'on est passé à côté puisqu'on était plus sur la trilogie encore des vieux de la vieille. Ce qui veut dire qu'on pourrait effectivement imaginer qu'il y ait une nouvelle trilogie ou un film, je sais pas, unique, j'en sais rien ce qu'ils peuvent faire. Ou une série, pour le coup, ils pourraient très bien partir en animation ou autre chose, qui aille sur, allez, fuck it, je vais aller rechercher l'âme de Ben Solo en enfer. Ou dans les limbes. Ouais, mais il y aurait plus Adam Driver, tu vois ce que je veux dire ? Probablement en voix. Ah, je suis même pas sûre qu'il accepte de le faire. Peut-être que si on le met dans autre chose que dans un placard, il accepte. Il a quand même accepté d'enregistrer dans un placard. Je pense qu'il est encore attaché à ce personnage. Peut-être que si on lui propose cette fois-ci quelque chose de... Je vais me faire l'avocat du diable, voilà, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, moi, je continue à garder espoir. Peut-être que j'ai tort, mais je continue à garder espoir que c'est possible. Je sais pas s'ils vont le faire. Je dis qu'ils peuvent le faire. Narrativement, il y a de quoi faire, il y a de quoi le ramener, oui. Bah, t'as déjà des fanfics de réparation qui sont en train de le ramener. Au moment où on enregistre, on a quand même plusieurs qui utilisent justement je ne dirais que ça. Ils ont ramené Darth Maul et Palpatine. On revient toujours à ça. Même Ahsoka. Ahsoka, elle a été ressuscitée. À repêcher plusieurs fois. Elle a droit 2 fois au repêchage. Et encore une fois, dans quel but ? Puisque Ahsoka n'avait pas un compagnon, n'avait pas... Alors qu'elle ait été repêchée pour pouvoir servir pour Star Wars Rebels, admettons, puisque sans elle, il n'y avait pas la possibilité de monter, parce qu'en fait, c'est elle qui est à l'origine, on va dire, une des origines de la résistance, finalement, puisqu'elle elle leur sert d'informatrice et elle met en place des choses. Bon, très bien, elle sert de guide spirituel à ça. Mais alors après, la repêcher encore une fois... On ne sait pas pourquoi. A priori, d'ailleurs, en plus, en sachant qu'en parallèle avec, on va dire, la recherche de l'âme de Ben Solo, finalement, le dernier épisode de Rebelle, c'est Sabine et Ahsoka qui partent en mode, on va repêcher Ezra qui a disparu, on ne sait où. C'est aussi la quête du fiancé disparu ou du garçon qui a disparu dans un univers autre, puisqu'il est entraîné par les baleines de l'espace. C'est le nouveau Jonas. Ouais, d'habitude, moi, Star Wars me donnerait plutôt la jaunisse en ce moment que la Jonas. mais tiens, moi, ce qui me désolerait s'il le ramenait, c'est qu'il n'y avait pas besoin de le ramener si l'épisode 9 avait été bien écrit. Oui, on est complètement d'accord. Mais il y aura plein de gens qui ne seront pas au courant. Non. Et puis on aura souffert entre-temps pour rien, quoi. Tu vois, mais ce sera notre mission de répandre la bonne nouvelle sur le monde, si jamais elle est ramenée pour les gens qui ne suivraient pas l'univers étendu. Quand même, nous, on se met... Alors du coup, ça nous permet de nous mettre en position d'observatrice de ce qui peut se passer sur la twittosphère, sur les réseaux sociaux. Il y a quand même tout un trend en ce moment de hashtag Save Ben Solo, bring back Ben Solo. Voilà, c'est trendy, ils l'observent. Les gens ont rien lâché un mois après la sortie du film, les gens ont rien lâché. D'ailleurs, Adam Driver, qui adore ce personnage, qui s'est énormément identifié à ce personnage, je pense que les sketchs dans SNL, là, il était l'invité de SNL pour la 3e fois.
clairement, il adore ce personnage. Il a fait des coucous au Relo, au passage, qu'on a beaucoup apprécié. Oui, on a eu enfin droit à notre phrase manquante. Who cares? I do. I do. I do. I do. I do. I do. Et quelque part, c'est sa façon polie, sans trop se mouiller, de dire fuck you à DLF. Je me suis demandé, moi, si l'allusion à Kylo du film de l'espace, c'est pas aussi un fuck you. Hein, parce qu'il a, je pense, pas ouais. cité Star Wars. Hein, ça. Il l'a cité après. T'as l'air d'être un fan de Star Wars. Oui. Sans rancune. Ah ouais, sans vouloir t'insulter plutôt. Ouais, c'est ça, voilà. no offense. Là, pour le coup, il pourrait faire un grand merci aux fans de Star Wars puisqu'ils se sont mobilisés en masse pour donner des sous à son association. Mais ce qui serait beau, ce qui enverrait le bon message, c'est qu'on fasse pareil pour l'année prochaine. Ah, tu vas dire. Et l'année d'après. L'anniversaire. Et l'année d'après. L'anniversaire de Exactement. Ben Solo, on va brûler des bougies. Que ce soit pas juste un truc qui fait le buzz cette année et que ça retombe comme un soufflet parce que ils vont lancer des projets avec cet argent. Mais je pense il y aura besoin de que sous l'année prochaine. les messages, ils les entendent. Hein. D'ailleurs, la preuve, hein, ils ont tout de suite, un mois après la manifestation de gens qui passent leur temps à dire qu'ils veulent Ben Solo, etc. Et qu'on voit que Kylo Ren est le personnage qui est le plus demandé, puisque dans tous les sondages, c'est celui qui ressort numéro 1. Disney répond de manière tout à fait cohérente en nous annonçant la sortie d'un livre consacré à Apo. Ils ont tout compris. Probablement, on aura enfin toutes les explications sur son passé de contrebandier d'épices. Tu en as rêvé ? Disney l'a fait. Ils sont vraiment complètement déconnectés. Mais nous aussi, on s'est éloigné du sujet. On s'est éloigné du sujet, mais pas tellement finalement, parce que ça revient toujours à ça. En fait, la raison pour laquelle on voulait... Bien sûr, on pourrait vous en parler, parce qu'on aurait pu en parler sur un plan la mystique et la mystique de la force dans Star Wars. Alors, c'est vrai que pour le coup, si on revient à Mortis, moi, la mystique de la force, ça me pose problème. Moi, j'aime pas. Alors bon, tu veux dire, c'est là que je suis une bonne fan de Star Wars, parce que Star Wars me pose problème. C'est quelque part, c'est gênant d'avoir cette idée d'une trinité qui maintiendrait en plus, elle maintient pas l'équilibre parce qu'elle est en beau bordel. Parce que quand finalement Anakin, Obi-Wan et Ahsoka sont aspirés tous les trois, d'ailleurs, on verra que ça reprend exactement la même chose. C'est aussi une trinité avec 2 garçons, une fille, qui sont aspirés là-dedans, là, dans cet univers où le temps, l'espace n'ont pas de prise, puisque quand ils en ressortent, finalement, il s'est pas écoulé 30 secondes. Bon. Et donc, finalement, ils arrivent dans un monde qui est déjà... pas bien. Foutu. Ouais, pas en harmonie, puisque le père, lui, il s'en balèque, hein, il en peut plus, quoi. C'est, les gars, j'ai besoin d'un remplaçant, là, je veux crever. J'en ai marre de ma fille, de mon fils et de ma fille. Le frère et la sœur, ils se foutent sur la gueule, ils arrêtent pas d'alterner les cycles de jour et de nuit, ce qui fait que la planète meurt, et qu'ils épuisent leur père, mais dans tout ça, tu te demandes où est la mère. Ah, c'est ça. Et en fait, moi, j'avais lu des théories qui sont assez séduisantes, c'est-à-dire que tu as 2 composantes de la force, tu as la Living Force et la Cosmic Force. La trinité de Mortis, telle qu'on la voit, qui est manifestée, qui est incarnée dans ces déités, ce serait les émanations de la Living Force, donc le côté obscur, le côté lumineux, et le père qui essaie d'établir un équilibre. Et la mère serait la force cosmique, donc elle n'a pas de corps parce qu'elle est partout. Et je trouve ça assez séduisant comme théorie, en fait. Que la force cosmique, qui est souvent codée comme féminine, hein, comme nourricière, etc., soit la mère dans Mortis, l'équivalent de la mère de Mortis, et qu'elle ne soit pas incarnée parce qu'elle est absolument partout. Donc ça pourrait être intéressant même pour le monde entre les mondes, parce que ça voudrait dire qu'elle est dans le monde entre les mondes aussi. C'est intéressant, mais ça sent un peu l'entourloupe de ah ouais, c'est vrai, j'en ai pas parlé, alors je vais dire ça, tu sais. Ah, ça, c'est des théories de fans, hein, ouais, de fans voilà, filles d'ailleurs, hein, qui se demandaient où est le principe où est féminin. la mère. Ce qui explique pourquoi c'est le bordel. Ouais. Il n'y a pas de principe féminin, c'est le bordel dans leur truc, parce que finalement la fille, en plus d'avoir cette espèce de famille dysfonctionnelle là, de base, là, qui est... monoparentale, bon, avec un père et une mère démissionnaires, enfin une mère qui est plus là, le père qui est un peu démissionnaire. Bon, le fils et la fille, ils s'aiment, mais bon, alors voilà, c'est là qu'on se dit, alors ça va partir en mode Lannister, tu sais, parce que... alors comment dire, voilà, c'est pas créateur tout ça. Enfin, je sais bien que la plupart des religions sont basées sur des histoires d'inceste et de famille, voilà, c'est toujours le frère et la sœur, le soleil, la lune, etc. Ça fonctionne pas toujours très très bien, alors. Non, mais après, ça illustre bien quand même que dans l'univers de Star Wars, le principe féminin
absent ou bafoué ou relégué à un second rôle, etc. et qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. C'est pour ça que tout est en déséquilibre. Donc l'idée que la force cosmique soit codée comme féminine, même si c'est pas un truc sexué, c'est un principe, etc. Ça, c'est pas con quelque part, et qu'elle choisisse, parce que c'est la partie de la force qui a une volonté propre et qui choisit des vaisseaux privilégiés. Donc les Skywalker étaient des vaisseaux privilégiés de la force cosmique. Je crois que c'est Qui-Gon qui s'en rend compte, et c'est Snoke qui médite là-dessus dans la novélisation de l'épisode 8, que Luke Skywalker, comme son père Anakin, et comme tous les Skywalker, était un vaisseau, un véhicule privilégié de la force cosmique. Donc ça, c'est intéressant quand même. Et ça pourrait avoir un lien avec le monde entre les mondes. Encore une fois, est-ce que Ben Solo, descendant d'Anakin, donc a priori un élu de la force cosmique, est-ce que ça facilite pas son passage dans le monde entre les mondes et donc peut-être son retour grâce à la en sachant que dans Mortis, le père, il voulait se faire remplacer par... je disais, c'était la même trinité. On aurait pu avoir finalement Ahsoka, Obi-Wan et Anakin qui jouent le rôle, mais apparemment, c'était pas le but. Le but, c'était surtout d'avoir Anakin qui redevienne l'arbitre, enfin, celui qui fait tampon entre le fils et la fille. Rôle qui refuse, puisque évidemment il a une vie. Il a une vie, ouais. Voilà. Alors à part que ça a donné la jolie scène où le fils montre à Anakin qui va devenir Vador. Ouais. Voilà. Quelque part, finalement, la Trinité, elle est un peu passée dedans, puisque du coup, c'est-à-dire le fils devient... Enfin, Anakin va devenir comme le fils, le côté obscur. Ahsoka, virtuellement, ça devient la fille, puisque la fille passe dedans. Et donc, Obi-Wan en père démissionnaire. Qui fume. Avec la barbe. Qui fume. Bon, voilà, une nouvelle théorie fumeuse. C'est le mot compliqué. Mais aucun n'a voulu jouer le rôle. Non, bah non, parce que ça les dépassait. Et puis c'est vrai que Mortis... Ça les dépassait, mais ils l'ont joué en fait en dehors du champ de Mortis. Oui. Puisque finalement, il reste sans arrêt Anakin et Ahsoka, enfin pas dans les films, hein, encore une fois dans l'univers étendu, Anakin et Ahsoka restent une espèce de dyade dans la force, on va dire. Relation très compliquée aussi. Hein. Ouais. Mais pareil, la notion de dyade prophétisée, c'est nouveau. Ils l'ont sorti de leur fion après la sortie de l'épisode 9, en fait. Depuis quand cette dyade, elle a été prophétisée? Enfin, la dyade de Relo. Ils ont pris la peine de balancer une prophétie dans Maître et apprenti de Claudien avec Qui-Gon. Bizarrement, il n'y avait aucune allusion à une dyade de la force. On avait un œuf, un machin, un truc. Bon, voilà. Alors, encore une fois, maintenant, il faudrait presque reprendre la prophétie et rigoler un bon coup. Je pense qu'on va peut-être faire ça avec un épisode, tiens, justement. Rions un peu avec Qui-Gon. C'est comme les quatrains de Nostradamus, tu sais, c'est ça. A posteriori, tu leur fais dire tout et n'importe quoi. Tu dis, mais il avait prédit et tout. Non, mais arrête, mon cul, il avait rien prédit du tout. Faut arrêter, quoi. Ah si, ils vont te dire parce qu'il fallait que ça vienne il fallait que ce soit quelqu'un qui vienne du côté obscur. Donc comme Rey est une Palpatine. Ouais, ça fait encore mal à dire, hein. Ça écorche la gueule, hein. Ouais. Bah c'est surtout que ça a été dit dans un placard. Enfin, se dire comment c'était honteux. Bien, c'est pour ça que les Stormtroopers ils réagissaient pas autour. Non, j'avais suggéré que peut-être c'est parce qu'on leur mettait de la musique à plein les oreilles, mais en fait c'est parce que je ne sais pas quel discours était. Alors en sachant qu'il y a un précédent historique qui était la scène Je suis ton père, puisque elle n'a pas été jouée du tout comme ça en situation. Ça se trouve, ils l'ont fait enregistrer dans son placard la voix de Ben dans le monde entre les mondes pour un futur projet, tu sais. Mais on ne sait pas, c'est terrible. On ne sait pas du tout. Mais eux non plus, ils savent plus ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'après, on alimente les théories du complot et qu'on est obligé de se creuser le tête avec des trucs de l'univers étendu en mode bon, alors attends. Ouais, moi j'ai envie. Enfin, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, si c'est pour qu'il le sabote encore plus en le faisant revenir, machin, mais le fait de pas revenir, laissez-moi rêver. Hein. Laissez-moi rêver, faire mes théories toute seule, lire des fanfics où ce sera bien fait, quoi. Si c'est pour abîmer ce personnage encore plus, au secours. Bon, peut-être que ça doit être fait, il faut que ce soit fait par justement Dave Filoni ou des gens qui s'intéressent à ça, si tu veux, puisque évidemment c'est son bébé d'avoir fait ça. Mais c'est quand même incroyable de voir que Kylo Ren, c'était un peu leur golden boy
Boy, leur Joker, vraiment le personnage chouchou, etc. Et là, ils l'ont balancé sous le bus. C'est quand même hyper bizarre. Quasiment tout ce qui sort depuis la sortie du film, ils continuent à le balancer sur le bus et à l'achever, à en remettre une couche. C'est quand même invraisemblable, quoi. Bah c'est ça, en sachant que normalement le 3e volet de l'ascension de Kylo Ren va sortir incessamment sous peu, donc on va se rapprocher du moment où on va pouvoir vous faire le débrief quand ça va être suffisamment alimenté. Alors ça se trouve dans la bande dessinée, il y aura des allusions de recherche sur le monde entre les mondes. Ah bah alors si on a ça, alors rebelote si tu veux, ça va être gênant, c'est-à-dire que tu entends le problème, on revient à cette carabine de Tchekhov, c'est-à-dire qu'à force d'avoir des indices de ci et de ça, alors pourquoi nous avoir mis ces indices dans le guide visuel ? Pourquoi avoir fait cet épisode du monde entre les mondes dans Star Wars Rebels, qui finalement faisait le pont, on va dire, qui a permis de faire un pont déjà entre la guerre des clones et la trilogie originelle, puisque ça permettait de mettre ensemble des personnages, enfin de recréer des ponts. Et éventuellement en thématique, de pouvoir servir avec la postlogie, puisque Star Wars Rebels a été créé finalement en compagnon avec la postlogie, même si ça se situe pas dans le même temps. Mais normalement, ils ont quand même institué, pour remettre les choses, quand ils ont créé, quand Disney a racheté Lucasfilm, le Story Group, il n'existait pas avant. Avant, le Story Group, c'était Lucas tout seul qui était bon. Alors aujourd'hui, les mecs, j'ai eu une illumination, on va faire ça. Et on sait depuis le début que le côté mystique, fumeux... et en fumant, c'était cher au cœur de Lucas, puisque finalement, quand il a pondu sa première version de l'épisode 4 de la Guerre des Étoiles, il était parti dans des délires avec Mace Windu, le Bendu, dont on vous a même pas parlé ici, mais bon voilà. Il était parti là-dedans. Et puis ses copains, enfin son entourage est parti en mode « Ah mais non, mais attends, là, ton journal des Wheels, tes machins, tes bidules, là, tous tes trucs de geek... du fond de la cave, là, tu vas les ranger, tu les gardes dans un coffre pour une autre fois, mais là, ça va pas le faire. » Et effectivement, avec le succès du film et la demande des fans qui en réclamaient toujours plus, bah, évidemment, il s'est lâché. Il a laissé les gens se lâcher là-dedans en leur donnant des petits bouts pas forcément détaillés, en disant, bah tiens, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et ils sont partis dedans. Dave Filoni, finalement, quand il a créé ça, c'est aussi avec des conversations, c'est des conversations avec George Lucas, hein. C'est pas juste lui tout seul un matin qui est parti en mode, tiens, si on faisait Mortis, tiens, si on faisait le monde entre les mondes. On sait que George Lucas n'était pas forcément opposé à ça. Donc néanmoins, quand il a vendu son bébé, George Lucas, en 2012, eh ben, une des conditions, c'était, ok, je dis plus rien, puisque du coup, il n'avait plus le droit de dire quoi que ce soit, d'intervenir dans la presse de manière officielle pour critiquer les décisions qui étaient faites, et il n'avait plus à donner son aval à tout. Mais néanmoins, il a insisté pour qu'on maintienne des gens de son équipe en place. Par exemple Kathleen Kennedy ou Dave Filoni, qui étaient des gens qui travaillaient avec lui, et de créer ce story group qui normalement devait veiller à la cohésion, à la cohérence interne et au maintien, on va dire, d'une bible. Ouais, jusqu'à ce que JJ et Terrio disent non, pas besoin de vous. C'est ça. Jusqu'à épisode l'épisode 9, le story group a eu son mot à dire. Oui, parce que normal, ils sont un peu là pour ça. Hein. C'est ça. Et donc du coup, ça veut dire que tout ce qui est sorti avant, même si les différents créateurs intervenants ont mis leurs pattes, évidemment, et a normalement reçu le tampon approuvé par le Story Group qui devait veiller à la cohésion. C'est vrai que jusqu'à présent, l'œuvre restait cohérente. Ouais. Maintenant, l'épisode 9 fait que on se pose des questions en sachant qu'il y a des indices qui pourraient ramener à une cohérence. Ouais, mais à voir comment ils vont l'amener. C'est vrai qu'il y a un énorme potentiel avec ce monde entre les mondes, parce que à partir du moment où tu joues avec la trame de l'espace-temps, tu peux retconner intelligemment, tu peux rectifier intelligemment, tu peux faire beaucoup de choses. Mais il faut que ce soit fait intelligemment. Et j'avoue que j'avais confiance en Disney Lucasfilm, beaucoup moins depuis que l'épisode 9 est sorti, et surtout à la lumière de tout ce qui sort régulièrement. Tu te dis, ouh, les gars, on dirait des canards sans tête qui courent dans la basse-cour. Ça fait un peu flipper, quoi. C'est surtout que d'après ce qu'on a pu voir du monde entre les mondes, j'ai envie de dire, si Ben y est, pourquoi pas, il est coincé dans son placard, littéralement, parce qu'en fait, on voit pas, quand Ezra se promène, on voit pas d'autres, à part le Convor, on voit pas d'autres créatures vivantes qui se baladent là-dedans. Ouais. C'est pas un vaudeville, là, où il y a les portes qui claquent, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, en fait. Hein.
Et donc du coup, je peux pas, j'ai du mal à imaginer Ben Solo là-dedans, en mode peut-être, pourquoi pas, mais c'est encore plus tristounet. Ouh, il y a quelqu'un. Et d'avoir droit aux voix en attendant là. Et j'imagine le pauvre garçon s'il entend Rest Skywalker. parce que du coup, on entend toutes les voix. Donc bon, bah alors. Il a suffisamment entendu de voix dans ça sa aussi. vie. Ce pauvre garçon qui a passé sa vie à entendre des voix qui lui parlaient sans pouvoir finalement les identifier, puisqu'il a pu penser que c'était papy, mais c'était pas papy, c'était papy Palpatine. Bon bah écoute, du coup là il serait dans un univers où il est tout seul dans le vide avec des gens qui parlent en permanence, et puis à devoir se retaper les voix de sa famille, ça va pas le remettre en joie tout ça. Hein. Non, pas vraiment, non. S'il y est, va pas falloir le laisser longtemps dans le monde entre les mondes. Il en a suffisamment chié, lui, hein, ça va, quoi. En plus, le temps pour lui ne s'écoule pas, en fait. Enfin, je veux dire, ouais, pas si, c'est compliqué. Est-ce que finalement il se passe 2 secondes? Est-ce qu'il se passe rien? Est-ce qu'il se passe 20 ans, 40 ans? Dès qu'on joue avec ces trucs-là, comme tu dis, c'est le bordel. Moi j'ai envie de me dire qu'il est vraiment... En plus, qu'il ne fait plus qu'un avec la Force, comme les Force Ghosts, comme machin, parce qu'en plus, c'est comme ça que c'est présenté sur les fiches officielles, Wikipédia, etc., de Ben Solo, qu'il sauverait, il s'embrasse, et il part en paix, il est absorbé dans la Force. Ouais, c'est pas dit ça. C'est pour ça aussi, c'est ça le problème. C'est pas dit dans le film, mais c'est écrit sur les fiches, sur le site officiel. Ah, chouette. Bah, va falloir attendre la novélisation qui a également été repoussée. Oui, comme c'est bizarre, ils reportent tout, c'est compliqué. Il n'y a plus de papier aux États-Unis pour imprimer les livres. C'est très curieux. Moi, je préfère me dire qu'il est vraiment mort et qu'il est en paix dans la Force, plutôt que de l'imaginer souffrant et attendant avec les voix du passé, du présent et du futur dans le monde entre les mondes. J'aime trop ce personnage. Je préférerais qu'il soit mort et en paix et que ce soit fini pour lui. En plus, t'as l'histoire de la fiancée qui part rechercher son fiancé mort là, dans un autre monde. Moi, ça me fait penser un peu à la version alternative de La Belle au Bois dormant, là, quand Maléfique, elle est en train d'expliquer, dans la version du dessin animé, qu'elle est en train d'expliquer à Philippe que dans quelques années, il pourra aller rechercher sa promise. On le voit tout décati sur son vieux canasson, tu sais, avec Aurore qui a pas bougé d'un poil. Et tu vois, j'imaginerais... avec les cheveux blancs qui arrive, qui le ramène, et puis lui évidemment il a pas évolué, il reste, il a pas bougé, il restera tel quel. En plus le pauvre il a perdu ses vêtements, donc ça veut dire qu'il se balade à poil dans le monde entre les mondes. Parce que son pull il est resté il a laissé ses fringues derrière lui, ses grandes bottes. Il y a quelque chose de séduisant à imaginer Ben Solo tout nu, tu vois. Une main sur le sgeg, tu vois, dans le monde entre les mondes, en train d'être là en mode... Toi, tu voulais juste un prétexte pour rebalancer ta photo fétiche, dans le montage. Mais alors, une version avec feuille de vigne. Mais, en mode, ouh, quelqu'un aurait un slip? Ouh. Mais moi je préfère largement me dire qu'il est parti avec un sourire, qu'il est libéré de la souffrance et qu'il a trouvé son éveil et que c'est fini pour lui dans tous les sens du terme, quoi. Plutôt que le ramener ou le garder en stand-by sous le coude en se disant que c'est une autre source de souffrance pour lui, ça va, il a assez donné, quoi. Ouais, moi j'accepte pas. J'accepte pas parce que je l'ai pas vu partir en mode éveillé, si tu veux. Je l'ai pas vu partir en mode Little Buddha. Donc contrairement à Luke, ouais. Voilà, contrairement à Luke. C'est pour ça qu'à la limite, je serais pas contre un nouveau cycle derrière. Bah, c'est là que peut-être on peut se retourner vers vous. Je sais pas si finalement avec notre propos alambiqué, on a tourné un peu, vous avez finalement mieux compris le monde entre les mondes. En même temps, qui peut comprendre le monde entre les mondes? Puisqu'on lui fait faire n'importe quoi, ta gueule, c'est magique. Exactement. Voilà. En tout cas, peut-être qu'à ce moment-là, c'est le moment de vous demander, alors, qui est pour? Alors, on va vous proposer un sondage, on va vous voter. Êtes-vous pour ramener Ben Solo du monde entre les mondes? On va guetter vos réponses. Si vous voulez nous circonstancier après vos raisons pour non, il est mieux là où il est, qu'on lui foute la paix, ou ramenez-le-moi, Disney, ça suffit les conneries, on veut récupérer Ben. Sortez-le du placard. Exactement. Soit on le garde dans le placard, soit on le sort du placard.
Voilà, en sachant que vous avez 2 représentantes différentes aujourd'hui. Aurélie veut le laisser dans le placard. Moi, Ouais. j'aimerais le sortir parce que je veux pas qu'il reste avec les mythes. Les sachets de lavande. C'est ça. Je sais que Ben Solo est devenu un mythe, mais je veux pas qu'il vive avec les mythes. C'est tout. Donc sortez-le de cet endroit tout miteux et rendez-le-nous. Et ben, on vous laisse là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Bah voilà, à vos votes. Cet Votez. épisode aussi alambiqué que le monde entre les mondes, aussi déstructuré. Et puis, on vous laisse voter et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, mais moi je dis, arrivée du printemps, faut vider les placards. C'est le moment de faire le Disney. ménage. Vide tes placards. À très bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt!